Bonsoir à tous. Voilà, donc je suis Madame Bévinette Audard, proviseur de cet établissement. Donc je me réjouis de voir autant de public. Bon, évidemment, les élèves qui vont se manifester ce soir et qui vont nous montrer combien ils sont heureux d'étudier la langue allemande et de contribuer à la faire connaître. Je voudrais remercier les parents d'élèves ici présents. Alors bon, moi j'en connais un certain nombre, mais il y a beaucoup d'autres parents que je ne connais pas, mais je vois que ils ont souhaité venir soutenir et applaudir leurs enfants. Donc merci infiniment. Cette manifestation de ce soir, Kulturtag, excusez-moi pour l'accent, mais donc a été voulu par les enseignants du secteur et Madame l'inspectrice Parrain qui est ici ce soir et que je remercie d'ailleurs et d'avoir soutenu cette manifestation. Nous souhaitions, et ça tombe bien ce soir, alors que nous accueillons un groupe d'élèves et de professeurs du Gymnasium Nicolas Kistner de Mosbach. Donc je suis, comment dirais-je, je suis sûr qu'ils seront sensibles à cette petite manifestation qui est censée, comment dirais-je, mettre un petit peu en avant le travail des élèves et des professeurs et puis faire connaître la culture allemande. Je vous rappelle que le couple franco-allemand est à la tête de l'Europe, que l'Allemagne est un de nos premiers partenaires commerciaux et que, fort heureusement, nous avons des relations diplomatiques, commerciales et amicales depuis maintenant un certain nombre d'années. Voilà, je tenais à remercier également évidemment les professeurs qui ont été à l'œuvre. Alors, je ne connais pas forcément le nom de tous les professeurs d'allemand du secteur, mais ils se reconnaîtront. En ce qui concerne le lycée Jean de La Fontaine, je voudrais remercier le professeur d'allemand, M. Barr, mais également Madame Pouillard, professeur de musique, M. Bachler, professeur d'allemand, qui va... professeur d'histoire, mais c'est quasi... Hein. Si vous progressez encore un peu, vous pourrez enseigner l'allemand, M. Bachler. Dans une prochaine vie, oui. Voilà, désolé, Monsieur Bachler, évidemment, professeur d'histoire-géographie, mais qui s'intéresse tellement à l'Allemagne que finalement, je me méprends sur la discipline qu'il enseigne. Monsieur Bachler va nous faire une petite conférence sur les relations franco-allemandes dans quelques minutes. Voilà, donc merci aux autres enseignants dans les divers établissements qui ont aidé leurs collègues. Bon, moi je sais qu'il y a des professeurs ici qui soutiennent leurs collègues, qui ont aidé à la logistique. Donc merci encore à eux. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie de remercier les personnels techniques, les personnels d'intendance des différents établissements, bon, en particulier du mien, qui ont œuvré depuis quelque temps et en particulier aujourd'hui pour vous accueillir dans de bonnes conditions. Voilà, je terminerai en saluant mes collègues qui nous font le plaisir d'être là aussi pour voir le travail de leurs élèves et j'espère que vous allez passer une bonne soirée et j'espère surtout que vous allez apprécier ce travail qui est fait autour de la langue et de la culture allemande. Voilà. Je vous remercie et puis je crois que la parole va être à vous, monsieur Bachar. Pas tout de suite. Voilà, ben alors donc je vais vous laisser faire le maître de cérémonie. Voilà, merci à tous. Wow. Oh Gott, guten Abend. Oh, so viele Leute. Hallo, ich bin Mathilde, ich bin 14 und Hallo Mädels. Hey, hallo Mathilde. Salut, hallo. Salut. Was macht ihr? Wir haben von einem Kulturtag gehört. Ist es ihr? Ja,
ich bin die Moderatorin, aber ich glaube, ich brauche Hilfe. Kein Problem. Pas de problème. Mais moi, ce sera en français parce que je parle un peu allemand, mais j'ai trop la trouille et puis je fais un peu des fautes, donc je vais éviter. Oui, on va éviter. Ouais. Wir sprechen Deutsch, egal, ob wir Fehler machen. Ja, das ist nur so dramatisch. Bon, alors, on commence par quoi? J'ai l'impression qu'ils s'impatientent un peu. Oh, t'inquiète, tu connais les Français. Jamais à l'heure. Ouais. Ils aiment bien parler pour rien dire. Ach was, Klischees, nur Klischees. Non, non. D'ailleurs, j'ai un film qui le prouve. Venez, regardez. Ah oui, on a le film, ou der Film. Martine Delacour wohnt in Berlin. Sie ist 23 Jahre alt. Sie arbeitet seit einer Woche als Bäckerin. Sie spricht uns über die Deutschen. Alle Deutschen heißen Kai, Antje, Eiko, Markus, Sophia, Müller, Schmidt und Angela Merkel. Ach ja, die Deutschen sind wahnsinnig groß. Die Mädchen haben blonde Haare, blaue Augen. Jeden Tag tragen alle Deutschen eine schicke Lederhose, einen modischen Jägerhut, elegante Kniestrümpfe und natürlich schöne Birkenstock. Alle gleich. Die Deutschen essen jeden Tag Beiwurst, Currywurst, Thüringer Wurst, Bratwurst, Spätzle und Brezel. Alle Deutschen trinken 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sarah Mayer, 30 Jahre alt, wohnt in Château-Thierry. Sie ist Mathelehrerin und sie spricht uns über die Französin. Am Frühmorgen singt in jedem Haus der Hahn. Zum Frühstück essen sie nur Baguette und Croissants. Die Franzosen essen immer Käse und Raclette. Und sie trinken um 1, um 2, um 3, um 4, um 5, um 6, um 7, um 8, um 9, um 10, um 11, um 12, um 13, um 14, um 15, um 16, um 17, um 18, um 19, um 20. Rotwein. Jeden Tag tragen die Franzosen eine schöne Baskenmütze, ein schickes T-Shirt und sehr moderne Handschuhe. Danach fahren sie mit dem besten Auto. Es ist das Auto. In Frankreich gibt es eine Stadt, Paris, und ein Monument, den Eiffelturm. In der Straße sehen wir viele Franzosen mit Zigarette und Schnurrbart. Der Franzose möchte eine Information. Er hat den Computer. Stimmt das? 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 Nein!
Ja, nur Klischees. Les clichés, mais écoutez, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Allemagne, là, les clichés c'est dépassé. Vous n'y allez pas fréquemment, apparemment. Hein, vous prétendez présenter la soirée comme de vraies connaisseuses, mais finalement, faut peut-être... Alors je vous raconterai ça, là, dans quelques instants, ce qu'est la relation franco-allemande, ce qu'est l'amitié franco-allemande, et ce que sont les vérités culturelles de chacun de nos deux pays. Ja, natürlich, die deutsche-französische Freundschaft. Ach ja, de Gaulle, Adenauer, Helmut Kohl, Bösner und Musbach. L'amitié franco-allemande? Kezako? Jamais entendu parler. Et toi? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Mais c'est pas un truc du tout, c'est une réalité dont je vais vous parler en quelques minutes, le temps que nous nous installions. Vous en avez encore à dire, je crois. Non, c'est à moi. Voilà, on vous remercie. Eh bien, mesdames et messieurs, qui êtes là à des titres divers, puisque parents, enseignants, personnel d'administration, de direction, d'inspection, vous êtes là tous, donc parce que vous êtes concernés par la relation franco-allemande. Jeunesse de France, Deutsche, Jugenddeutsche, voilà, j'ai oublié le S, Deutschlands. Bon, il est, je crois, nécessaire... Alors, le temps de s'installer, s'il vous plaît, voilà. Il est, je crois, nécessaire d'évoquer ce que fut la genèse de cette relation, marquée par tant de souffrances, et aujourd'hui, par tant d'amitié, qu'elle en apparaît comme bien normale, banale même. Et pour en comprendre le cheminement, bien souvent semé d'embûches, nous devons nous inscrire dans une dimension historique qui prend sa source au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, vous voyez, on recule de quasiment un siècle. Alors, les raisons, évidemment, et le contexte étaient bien différents, et la démarche, pour le moins, courageuse. Il faut rendre hommage donc aux précurseurs que furent Aristide Briand et Gustav Stresemann. Gustav Stresemann, donc tous deux ministres des Affaires étrangères de leurs pays respectifs. Nous sommes dans les années 20. Rien n'est simple. Le traité de Versailles, qui vient d'être signé en juin 1919, loin de régler les problèmes, les attise. Une France arrogante, sûre de son bon droit, qu'offre sa posture de vainqueur, et une Allemagne victime, on va dire expiatoire, blessée, amère, et qui accepte mal le sort qui lui est fait. Il faut donc un réel courage politique à Briand et à Stresemann pour tenter une réconciliation et apporter une paix durable en Europe. Car chacun d'eux l'a compris, ce traité de Versailles porte en germe un conflit probable. Du courage politique, en effet, il en faut pour affronter des opinions publiques souvent rétives. Quoiqu'en France, un sentiment de patriotisme, de pacifisme se répande, de nature de repli plus que de main tendue, pourrait-on dire. Courage politique aussi pour affronter des parlements qui paralysent souvent l'action gouvernementale. En Allemagne, c'est tout aussi difficile puisque la fragile coalition de Weimar, donc la République de Weimar, toute jeune république, toute jeune démocratie, dont Stresemann est l'un des piliers, est soumise à de violentes critiques qui proviennent tant à la fois de la droite militariste, qui n'a pas accepté la défaite,
que de la gauche révolutionnaire qui n'a pas oublié la répression du mouvement spartakiste par les sociaux-démocrates, donc au pouvoir. La marge de manœuvre est donc étroite, l'instabilité ministérielle ne permettant pas de mener une politique donc bien durable. Briand doit faire face à des actions gouvernementales souvent à l'opposé de son dessein, notamment l'occupation de la Ruhr par un détachement militaire français dont le but était de prendre à l'Allemagne sa production, une partie de sa production, puisque le pays semblait rechigner à verser financièrement ce que le traité de Versailles lui avait imposé. Pourtant, il semble que les choses évoluent et que nous touchons au but. Le départ des militaires français de la Ruhr en 1925, les accords de Locarno signés cette même année et qui fixent d'une manière définitive les frontières franco-allemandes, plus de contentieux donc possible, et puis l'entrée de l'Allemagne en 1926 au sein de la SDN, la Société des Nations, sur proposition de la France. Donc vous voyez, tout semble se calmer. Donc cette diplomatie qui produit ses fruits est reconnue internationalement, puisqu'elle vaudra, vous le voyez écrit ici, un prix Nobel au cours de l'année 1926, partagé, un prix Nobel commun, prix Nobel de la paix. Donc voilà, donc c'est une... Alors bien sûr, ces deux hommes politiques sont déjà âgés, ils ont une carrière derrière eux. 1929, Stresemann décède, 1932 c'est le tour de Briand, et puis 1930 c'est la crise qui se propage en Allemagne, et la montée des extrémistes, et notamment du nazisme. L'ascension d'Hitler, sa politique belliciste, expansionniste, de ce nouveau chancelier auront évidemment raison de ses défaites, de ses efforts. La guerre arrive très vite. La guerre dont nous savons les ravages et qui évidemment nécessitera de reprendre le dialogue plus tard. Alors ce dialogue évidemment interrompu par la guerre, si on était un petit peu perfide, on dirait qu'il n'a pas été complètement rompu, car vous savez que la collaboration politique entre la France de Vichy et le gouvernement nazi et l'armée d'occupation, la collaboration intellectuelle, des Brasillac, Trieux-La Rochelle et autres, effectivement ont maintenu, si on pouvait dire tout de même, un lien. Bon, mais comme on n'est pas perfide, on passe et on ferme la parenthèse. Alors, nous sommes à présent en 1945, et les relations entre la France et l'Allemagne vont pouvoir enfin reprendre, mais elles vont s'inscrire désormais dans un contexte, je dirais, plus internationalisé. Des acteurs nouveaux vont émerger. Alors, d'abord, Konrad Adenauer, qui vient de retrouver sa mairie. Konrad Adenauer, maire de Cologne depuis 1917, chassé de cette mairie par les nazis en 1933, retrouve, à travers un certain nombre d'actions politiques, eh bien, des responsabilités. Alors, pour l'heure, l'Allemagne n'est pas encore tout à fait maître de son destin. Elle n'est qu'un objet, on va dire, de la politique mondiale de cette après-guerre, puisqu'elle est divisée en 4 secteurs d'occupation, et elle est administrée par les vainqueurs qui sont réunis dans un conseil quadripartite. Et elle a donc perdu, on va le dire, toute action au plus haut sommet de l'État. Elle n'est que l'objet, si vous voulez, des tractations entre les vainqueurs qui commencent déjà à se rebeller, à se quereller plutôt. Alors, en juillet 1946, les secteurs anglais et américains fusionnent, ils sont rejoints par la France, qui, entre-temps, a levé un certain nombre de réticences sur l'avenir politique de l'Allemagne. Sur l'avenir économique, on en reparlera dans un instant. Il faut dire que le contexte de guerre froide et l'attitude de l'URSS à Berlin
donc au moment du blocus en 48-49 sur Berlin-Ouest. Donc, l'attitude, d'une manière plus générale, dans la partie que l'URSS a à administrer, où il semble qu'elle ne joue pas, évidemment, la carte qui lui était destinée, qui lui était prévue, donc fait que, disons, un certain nombre de rapprochements vont vite s'opérer entre les trois secteurs occidentaux. L'attitude devient donc assez vite commune. Et finalement, c'est un premier pas pour cette Allemagne qui ne s'appelle pas encore l'Allemagne de l'Ouest, qui ne s'appelle pas encore la RFA, on y vient très vite. Et très vite, on entrevoit évidemment qu'il va s'agir d'un État pluriel, finalement. On l'a très vite compris, reflétant les deux conceptions idéologiques qui se partagent le monde. Alors, en mai 1949, la loi fondamentale est adoptée et elle donne naissance donc à la République fédérale d'Allemagne. Le 15 septembre de cette même année, le choix de Konrad Adenauer comme chancelier s'impose définitivement. Il a réussi à convaincre, on va dire, les Américains qui voient en lui la légitimité d'un combat anti-nazi, qui voient en lui une réelle opposition au communisme, et donc en effet, puisqu'il est l'un des responsables majeurs de la CDU. Alors, passe-t-on pour autant au stade d'une Allemagne qui serait désormais actrice de son destin? Ce n'est pas si sûr encore. Les réticences de la France semblent encore présentes. Elles sont mêlées de craintes économiques, politiques, militaires, et pour les lever, il convient d'imaginer une situation nouvelle. Une Allemagne qui serait intégrée dans la construction européenne qui se profile et qui donc serait là la solution. On peut passer quatrième document. Voilà. En effet, Robert Schuman déclarait le 9 mai 1950 « Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production française et allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune dont une organisation ouverte aux autres pays. » Et les autres pays, ils sont 4, il s'agit des Pays-Bas, de la Belgique, du Luxembourg et de l'Italie. On a ici un noyau de 6 pays qui sont à la base de la construction européenne. Alors, cette proposition, elle est assez vite acceptée. Une Allemagne qui deviendrait autonome et intégrée à la construction européenne, donc vite acceptée par Konrad Adenauer. Alors, évidemment, c'est peut-être pas d'ordre idéaliste, mais c'est finalement une situation réaliste, plutôt. Alors, notamment, donc, Konrad Adenauer voit en l'Europe le meilleur moyen de parvenir à une égalité de droits et à sortir son pays d'une situation dans laquelle il est encore inféodé. Donc, quant à la France, elle tentait, disons d'une manière collective, dans le cadre de cet accord, de maintenir un contrôle sur la puissance industrielle allemande et se trouvait donc ainsi au cœur de l'initiative pour créer une communauté européenne. Désormais, l'histoire de l'Allemagne s'inscrit dans l'Europe qui s'édifie. Une Europe qui s'édifie où d'autres acteurs apportent leur concours, l'Italien Alcide de Gasperi, le Belge Paul Orispac et le Français Jean Monnet, qui tous exercent des responsabilités certes dans leur pays, mais participeront à la mise en place de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et à un moment ou à un autre en assureront la direction dans le cadre de cette haute autorité supranationale. Donc supranationale, ça veut dire au-delà de l'autorité de chacun des 6 États. Hein. Voilà. Mais évidemment limitée
au domaine de production et de commercialisation du charbon et de l'acier. Je rappelle que nous sommes au tout début des années 50 et qu'il est absolument vital que l'Europe se reconstruise. Bon, j'aimerais qu'on se taise un petit peu là sur ma droite, là. Bon. Alors, quant à la France. Alors donc, voilà. Il reste un point sensible quand même, c'est celui de la défense allemande. La protection du pays dépend des États-Unis, on le sait. Cette RFA, donc, dépend complètement des États-Unis. Et évidemment, surtout depuis le blocus de Berlin. Mais les Américains souhaitent un peu se désengager et réarmer, permettre le réarmement de l'Allemagne. Elle deviendrait ainsi un élément important du dispositif de défense dans le cadre de l'OTAN. Ah, évidemment, la vision de la France est un peu différente. La crainte de voir une Allemagne retrouver ses forces armées n'est pas du goût de la majorité politique, si vous voulez, peut-être de l'opinion publique, on le verra aussi. Et cette communauté européenne de défense, proposée en 1954, échoue. Le Parlement français ne la ratifiant pas, puisque une majorité composée de députés gaullistes et communistes s'y oppose. Alors que l'Allemagne retrouve sa prospérité, il n'y a plus d'objection. Mais une défense, non. D'ailleurs, la dénazification de l'Allemagne est-elle totalement achevée? Quand on regarde l'entourage du chancelier, on s'aperçoit effectivement que ce n'est pas tout à fait cela, puisqu'il y a dans le premier cercle des conseillers d'Adenauer un certain Globke, qui a été, en 1935, l'un des principaux dignitaires nazis, notamment, qui a été ce que l'on appelle le commentateur, le propagateur des lois de Nuremberg, ces lois antisémites, racistes, qui ont été complétées encore un cran supplémentaire en 1938. Alors voilà. Et si l'on lit aussi les récentes mémoires du couple Klarsfeld, on se rend compte qu'effectivement, c'est même encore beaucoup plus, on va dire, mité que ça, l'influence nazie dans la classe politique allemande. Alors, l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 1958 est-elle de nature à changer les relations allemandes? Ces relations franco-allemandes qui reposent sur l'amitié véritable entre Adenauer et Schuman, bien constructive, empreinte de, on va dire, d'humanisme, de catholicisme, de conception, on va dire aussi rhénane, puisque, bon, ils sont nés peut-être au-delà de frontières différentes, mais vivent dans le même espace, ils sont nés dans le même espace culturel, on va dire. Et voilà, l'arrivée de Gaulle est-elle de nature donc à changer à bonne? On se méfie de ce nouveau partenaire, sa personnalité, ses propos plutôt critiques sur l'Europe sont de nature un peu à bouleverser, à déstabiliser et à prendre ses distances, si l'on se souvient de quelques sorties de Gaulle à propos de l'Europe. L'Europe, voilà, on ne fait pas l'Europe par des mots, mais sur des réalités, en substance, en gros, c'est ce qu'il disait. Il avait évidemment une petite méfiance, même s'il savait que dans la réalité, le sort de chacun des pays passait inévitablement par cette structure, par cette construction. Non, il y en a encore pour un bon quart d'heure, n'en fais pas. Alors, l'invitation, ici, faite à Adenauer, à Colombey-les-Deux-Églises, en septembre 1958, efface tous les présupposés
Et une réelle relation d'estime et de confiance va alors se construire. Alors, dans ces relations d'estime, il y a en effet des relations aussi de compréhension politique. Bon, ils appartiennent tous les deux à une mouvance politique très très proche. Hein. Le MRP français et la CDU allemande sont idéologiquement voisines, il faut bien le dire. Convergence d'idées religieuses aussi, l'idéal catholique les rassemble, et puis la maîtrise de l'allemand par le général de Gaulle contribue à cette entente. Alors, en effet, de Gaulle maîtrise relativement bien l'allemand qu'il a appris au lycée, qu'il a appris à Saint-Cyr. Il a été prisonnier au cours de la Première Guerre mondiale en Allemagne. Bon, il n'a peut-être pas, en tout cas, beaucoup progressé, mais il a pu maintenir son niveau de connaissance. Donc, ça y fait beaucoup, et on verra dans une petite vidéo, si ça marche, qu'il le maîtrise relativement bien. Alors, à partir de ce moment, les rencontres et les gestes vont se multiplier entre les deux hommes et entre les deux pays, donc, qui semblent prendre un intérêt pour leur relation mutuelle. De Gaulle est donc converti à l'idée d'un pilier franco-allemand nécessaire à l'Europe. Dès lors, l'idée d'un voyage et d'un voyage double apparaît. Alors, c'est d'abord le chancelier allemand qui accomplit le voyage aller. Il vient en France en juillet 1962. Et notamment, il se rend à Reims. La France et ce peuple allemand, nous voulons qu'il n'y ait désormais demain que de la compréhension et de l'amitié. Donc celui-ci s'annonce, ce voyage, comme celui de la réconciliation, même si une large part de l'opinion publique et de la classe politique n'y est pas toujours très favorable. Alors on va voir oui, des réactions qui sont très très diverses, vous allez voir. Donc à la veille de ce voyage, la classe politique et notamment au sein du Parti communiste français, n'oublions pas que le Parti communiste français, à l'époque, fait 25% des voix. La réconciliation avec les Allemands, pour moi, on n'était pas d'accord. On ne pouvait pas être d'accord. La messe à Reims fut un événement important dans la vie de mon grand-père, tant sur le plan personnel que politique, en tant qu'ami de la France. Et avec De Gaulle, il s'est trouvé que les deux hommes, chacun à la tête de son pays, ont été en parfaite harmonie sur ce point. Il y en avait qui étaient d'accord, d'autres ne disaient pas grand-chose, puis il y en avait qui étaient franchement contre. Les guerres entre la France et l'Allemagne, ça suffit comme ça. L'idée d'une association était révolutionnaire, plus qu'une réconciliation banale. C'était un tournant historique, c'est un retournement par conséquent. Je voudrais m'arrêter un tout petit peu sur ce personnage de Pierre Maillard, qui est le conseiller diplomatique de De Gaulle, et bien plus même, puisqu'il a été celui qui, constamment dans son entourage, a entretenu l'allemand du général de Gaulle, celui qui lui faisait répéter ses discours, celui qui a été véritablement son mentor dans sa connaissance de l'Allemagne et de la langue allemande. Et je souligne qu'en juin prochain, ce Pierre Maillard, on va dire son Excellence Pierre Maillard, puisqu'il est ambassadeur, fêtera ses 100 ans. Je rends aussi un petit hommage à mon ami Michel Macarès qui est ici, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu aussi rencontrer ce personnage il y a je ne sais plus combien d'années au lycée, puisque Michel, tu l'avais fait venir pour nous parler du traité, c'était peut-être le 35e ou le 40e anniversaire, je ne me souviens plus. Voilà, j'avais été assez frappé par cet homme. Donc voilà, hein,
bon, c'est une vidéo qui a 5 ans peut-être. Voilà, Pierre Maillard, donc bientôt 100 ans. Voilà, on peut terminer ici. Alors, justement, les réactions négatives dans la classe politique, je disais, on va attendre un petit peu pour la prochaine vidéo. Quelles sont les réactions, notamment au sein du Parti communiste, donc parti influent? Je cite: « Ce n'est pas la réconciliation des peuples, car on oublie les Allemands de la RDA. C'est la réconciliation des groupes, des Schneider, des Thyssen, des De Wendel, des monopoles capitalistiques. » Donc voilà, le ton est donné. Réconciliation éventuellement, mais pour l'ensemble de la population allemande, ce qui effectivement politiquement n'était pas possible. Alors bien sûr, comment pourrait-on prendre en compte cette population est-allemande dont les frontières se sont encore un peu plus fermées depuis le mois d'août 61, voilà, un an après ce voyage, je la refais donc, ce voyage qui se déroule un an après la construction du mur et qui éloigne pour longtemps donc toute perspective de réconciliation. Alors, quand Adenauer accède au pouvoir en 1949, l'objectif qu'il s'est fixé, c'est de réunir l'ensemble de la population allemande. Il n'y parviendra pas. Il quitte le pouvoir en 1963 et la tâche ne sera pas accomplie, et vous savez qu'elle ne le sera pas tout de suite. Alors c'est justement cette difficulté qui va le conduire à orienter davantage sa politique européenne à l'ouest. Bon, déception également d'Adenauer à l'égard de Kennedy, dont les propos à Berlin l'ont beaucoup déçu. Et ce rapprochement avec la France est aussi une manière d'interpeller les Américains dans leur politique de défense promise, mais qui semble de plus en plus s'éloigner, et dans leur rapprochement avec l'URSS. Je rappelle que Cuba n'est pas loin et la détente est amorcée, et donc évidemment les États-Unis, dans leur stratégie, préfèrent décrisper la situation avec l'URSS, et l'Allemagne l'Allemagne de l'Ouest, Adenauer se sent un peu perdu. Alors, le voyage de retour donc, du général de Gaulle en septembre de la même année, septembre 62, je le rappelle, soulève un enthousiasme imprévu. 4 étapes de cette tournée qui le conduiront dans de nombreuses villes. Il n'ira pas à Berlin, mais qui le conduiront à Ludwigsburg, où il prononce ce discours à la jeunesse, appelant celle-ci à construire l'avenir. Alors on parle d'un discours dense, novateur, visionnaire, et en allemand, donc sans notes. Voici 50 secondes de ce discours. Herr Bundespräsident, möchte ich Ihnen meinen herzlichen, meinen besten Dank für die schönen und für mich so rührenden Wörter sagen. Und Sie alle beglückwünsche ich. Ich beglückwünsche ich zunächst, jung zu sein. Alors, pour concrétiser évidemment cette entente qui s'est mise en place en Allemagne, en France, puis en Allemagne, évidemment, des discours, des intentions, c'est bien, mais peut-être devrait-on concrétiser tout cela par un texte, et pourquoi pas un traité. Et c'est le sens, évidemment, du traité de l'Élysée qui est signé le 23 janvier 1962.
traité d'Élysée, donc 22 janvier 1963. Traité d'amitié et de coopération. Alors, quel en est le contenu? Bon, je ne vais pas vous donner tous les détails, simplement quelques points. Des échanges réguliers entre les présidents de la République et le chancelier, enfin président et chancelier, au moins 2 fois par an. Des échanges entre les ministres des Affaires étrangères 4 fois par an. La création d'un conseil franco-allemand de défense et de sécurité. Donc vous voyez, c'est aussi une manière de maîtriser, de contrôler le dispositif militaire allemand finalement. Et aussi, et nous sommes ici surtout concernés par cela, une coopération culturelle et éducative dans le cadre de l'OFAGE, c'est-à-dire de l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui est créé en juillet 1963. Donc ce traité jette les bases d'une coopération dans de très nombreux domaines, j'en ai bientôt terminé, et qui ne cessera de se compléter. Alors, on le voit, ce traité est né d'une rencontre de 3 données. La volonté politique des décideurs, d'abord, Adenauer, De Gaulle. Un contexte international nécessitant un espace d'impulsion en Europe. La guerre froide, les 2 blocs, il faut entre les deux trouver un espace politique. Et évidemment des intérêts spécifiques aux 2 pays qui entendent ne plus être à la traîne dans ce monde qui est en train de nous échapper, à nous Européens. Alors, après De Gaulle, après Adenauer, d'autres couples vont se former, plus ou moins heureux, plus ou moins marquants. La difficile relation entre Brandt et Pompidou, la malchanceuse relation entre Schmitt et Giscard, choc pétrolier et crise oblige. Malchanceuse, c'est que ce que l'on avait prévu n'est pas applicable, du coup. L'improbable communion d'idées entre Kohl et Mitterrand, et la camaraderie Schröder-Chirac. Alors, vous avez ici ce geste célèbre et symbolique du président Pompidou et du chancelier Kohl à Verdun, et pour eux ça a un sens. Helmut Kohl, son père, y a été blessé à Verdun au cours de la bataille de Verdun, donc au cours de la Première Guerre mondiale. Quant à Mitterrand, en juin 1940, il a été légèrement blessé au moment de l'invasion au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc tout cela a un sens personnel aussi. Donc, et puis voilà, hein, Jacques Chirac et Schröder ici photographiés lors du 40e anniversaire du traité de l'Élysée. Aujourd'hui, bien sûr, d'autres couples se sont formés, Merkel, Sarkozy, Merkel, Hollande. Les circonstances et les volontés ont souvent été plus efficaces que l'alternance politique des dirigeants. Et nous conclurons par cette petite phrase dont je vous donne lecture et que vous pouvez suivre. Désormais, il arrive parfois que chacun des 2 pays, par-delà sa frontière, regarde l'autre entre convoitise et condescendance, mais il en faudra plus pour écorner l'amitié que nous célébrons aujourd'hui. Je vous remercie. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde entier. Charles de Gaulle.
le rap, le langage, les mots, les bagages. On dépasse les frontières, on peut trouver des barrières. On est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Grande passion à la France, on va me fasciner. Attiré par l'altérité de l'étranger, j'ai commencé à osciller comme un frontalier. Die Römerfreiten sind so wie César den Rubicon. Mentale moyen Bacon für den Lexikon. Und der Rap-Musik, Text auf den Witz. Auf Französisch ou Deutsch, à bien des flavorites. L'accès aux deux pays. Et franchement, grâce à la musique, je réfléchis sur la vie et les frontières à dépasser. Le passé m'a donné l'esprit d'un grand frontalier. Le rap, le langage, les mots, les bagages. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. On est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Je prends des gosses au Canada, des Nawas. Et divers des Bahamas. Je parle de plusieurs. Rapide, man, les man. Dire et faire, c'est cette nouvelle. Ensemble, c'est l'anglais, Feuer beim Rappen, brennen auf beiden Seiten. Grenzen sie hoch, wenn manche wollen das nicht begreifen. Wer Grenzen verleiten, Grenzen die Kreise zeigen, die dieser Denke beschränkt an in ihre Schränke weisen. On est main ici, parce qu'il a combattu. L'ennemi est devenu poteau, j'en ai beaucoup. Des mecs français, des meufs, on boit des bières ensemble. On rigole bien, on tchatche, on est des pères ensemble. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. On est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. On dépasse les frontières, on fait tomber les barrières. On est des frontaliers. Le rap, le langage, les mots, les bagages. Sie haben die Empfehlung und die Gefühle aller derer, die auf französischer Seite und deutscher Seite an diesem Werk mitgearbeitet haben, zu treffen, wiedergegeben, das ich nicht hinzuzufügen brauche. Jedes Wort, das Sie gesagt haben, entspricht unserem Willen und unserer Auffassung. Ah oui, quand même. Ils assurent le lycée Jules Verne. T'as vu ça? Mais nous aussi, on s'est chanté au collège Racine. Hein? Et en allemand en plus. Vous connaissez la chanson Springhof? Non? Allez, on la chante? Oh ja, Springtor, Killerpizza. Bonjour. Oh.
anderes geht hier nicht. Spring auf, ich schreib's noch nochmal, nochmal, ich will sing laut, denn was anderes geht hier nicht. Ich habe recht. Ich habe recht. Ich habe recht. Ach nee, ich habe recht. Ah. Quoi? Vous êtes encore disputés? Ne vous entendez jamais. Après, vous avez jamais appris à débattre. Non mais deux têtes de mule. Vous aurez bien besoin d'une bonne leçon. Que diriez-vous d'un débat citoyen pour leur apprendre que débattre c'est bien, mais argumenter c'est mieux? Quoi? Vous connaissez pas le débat citoyen? Attendez, j'ai une mode d'emploi. Alors, le principe des débats citoyens est de faire s'opposer deux équipes de 4 élèves sur un sujet de société. Chaque équipe défend une position pour ou contre qui est tirée au sort. Les débatteurs sont donc amenés à défendre une position qui peut être différente de ce qu'ils pensent véritablement. Un jury silencieux les écoute et décide de l'équipe vainqueur. Les critères d'évaluation ne sont pas uniquement fondés sur les compétences linguistiques, mais aussi sur la capacité d'écoute, le respect de l'équipe adverse, la capacité à s'entraider et enfin la capacité à construire un argumentaire convaincant. Hein? Ça vous fera pas de mal un petit exemple. So, herzlich willkommen zu unserem Debattierclub. Ja? Das ist unsere Mannschaft aus Château-Thierry, Le Bleu, die Equipe Nationale. Eigentlich sind wir fünf. Geoffrey ist dabei. Der erklärt euch kurz, wie das funktioniert. Kann die Regie mal bitte das Thema zeigen? Soll Frankreich ein Dosenpfand einführen? Okay, Geoffrey. Donc le débat qui est doit-on introduire la consigne en France consiste à savoir si on est pour le même système qu'en Allemagne qui est entre guillemets, de recycler les canettes et les bouteilles en plastique ou non. Donc il y aura l'équipe pour, celle de Château-Thierry, et l'équipe contre qui sera les Allemands. Alors désolé. Donc le système du débat citoyen. Il y a deux équipes, une équipe qui sera pour, une équipe qui sera contre, donc les deux équipes citées. Il y aura un jury qui jugera soit le gagnant, excusez-moi, le gagnant soit pour l'équipe de Château-Thierry, soit pour l'équipe allemande. Et je pense avoir tout dit, non? Bon, d'accord.
Donc bon débat et puis bonne soirée aussi. Et aussi je voudrais, avant de terminer, de dire un mot à notre assistante allemande qui est Genia. Merci pour tout ce que tu as fait et merci de nous avoir accompagnés au débat. Dankeschön. Dann starten wir jetzt die Debatte. Das ist natürlich keine richtige Debatte, das ist eine Präsentation. Wir haben hier unsere Mannschaft aus Château-Thierry. Heute treten sie an gegen die Mannschaft aus Mosbach. Das sind natürlich Deutsche. Damit das fair ist, kennen die Deutschen das Thema noch nicht. Unsere Schüler haben sich schon darauf vorbereitet. Okay? Wir machen heute nur 5 Minuten. Okay? Ariane, fertig? Soll Frankreich ein Dosenpfand einführen? Los geht's, ihr habt 5 Minuten Zeit. Bitte schön. Also, guten Abend. Wir sind die Mannschaft von dem Gymnasium Jean de la Fontaine. Ich bin Ariane und mit mir gibt es Luna, Eloise und Corentin. Umweltschutz ist in Frankreich ein aktuelles Thema. Bei uns fand zum Beispiel auch der COP21 im Dezember statt. In Deutschland gibt es schon Dosenpfand. Wie funktioniert es? Man kauft eine Dose oder eine Plastikflasche, dann kann man die Dose oder die Flasche zurückbringen, wenn sie leer sind, um ein bisschen Geld zu bekommen. In Frankreich gibt es zu viel Müll, deswegen wollen wir eine Dosenpfand. Also sind wir klar für Dosenpfand. Dankeschön, das war eine klare Meinung. Jetzt wechseln wir zu den Leuten aus Mosbach. Dort gibt es schon ein Dosenpfand. Die Gruppe aus Mosbach, warum seid ihr dagegen? Ja, also wir sind die Gruppe aus Mosbach, also aus Deutschland. Und wir haben ja schon Dosenpfand und deswegen sind wir dagegen, weil wir haben halt gemerkt, dass auch bei uns die Kosten gestiegen sind. Und wir denken, dass das halt auch in Frankreich so sein wird und dass das halt ärmere Familien sich das nicht mehr leisten können. Gut, dann gehen wir jetzt in die offene Debatte. Ihr habt 5 Minuten Zeit. Bitte schön. Also, wenn man die Dosen oder die Flaschen wieder zu verwertet, braucht man weniger Energie, um neue Flaschen zu erzeugen. Deswegen ist das besser für die Umwelt. Aber ich denke, dass man nicht jede Flasche neu verwenden kann, weil sie vielleicht auch schon kaputt sein könnte. Aber wenn es weniger Müll gibt, wäre es auch gut für die Mannschaften. So könnte ein Land mehr Touristen anziehen und mehr Geld haben. Es ist halt auch so, dass die Getränke halt auch für die Touristen dann teurer sind und dass die Touristen dann halt auch mehr Geld ausgeben müssen. Und die meisten Dinge kann man dann ja nicht mehr verwerten, weil zum Beispiel, wenn man eine Dose, wenn man drauf tritt oder so, dann kann man die nicht mehr in den Pfand abgeben. Und dann war die ganze Sache umsonst. Ja, wie verstanden. Es hilft, den Müll zu recyceln. Entschuldigung. Es hilft, den Müll wieder zu verwerten, ja. Oder zu recyceln auf Englisch. So, also wir finden, dass das gut für die Umwelt ist. Aber um die Flaschen zu verwerten, muss man Automaten herstellen, wo die Flaschen hineinkommen und es kostet Geld. Aber wenn weniger Müll, aber weniger Personen für die Müll wieder zu verwerten müssen und mehr Geld für die Leute und die Entschuldigung. Außerdem finden wir, dass die Zukunft unserer Kinder wichtiger als Geld ist.
Aber nur weil es jetzt Automaten zum Recyceln gibt, heißt es ja nicht, dass alle die benutzen werden. Können Sie das wiederholen, bitte? Entschuldigung, wir sind französisch. Nur weil es jetzt Automaten gibt, heißt es nicht, dass alle diese Automaten benutzen. Ja, okay. Wir haben verstanden. Wer möchte etwas hinzufügen? Ja? Es wird eine Gewohnheit werden. Das macht der Kinder Spaß und es zeigt ihnen das richtige Verhalten. Das haben wir nicht verstanden. Wir finden das mit den Automaten, das gut für die Kinder ist, weil mit diesen Automaten, das ist wie ein Spiel für die Kinder und danach es wird eine Gewohnheit werden. Ja, das stimmt, aber die Automaten kosten halt auch den Staat was und das kostet uns was und dann auch später unsere Kinder. Das ist ein Teufelskreis. Dankeschön. Ich glaube, die Argumente sind ausgetauscht. Ihr habt jetzt 1 Minute Zeit, um euer Abschlussstatement vorzubereiten, okay? So, die Zeit ist rum, wir brauchen das Abschlussstatement. Ich würde sagen, die Gruppe aus Mosbach fängt an. Wir sind weiterhin gegen den Dosenpfand, da wir es in Deutschland haben und es funktioniert dort auch nicht, da viele Flaschen trotzdem nicht recycelt werden und einfach auf der Straße herumliegen oder in den Müll geworfen werden. Das bedeutet, dass dieses System so in Deutschland auch nicht funktioniert, wie es soll. Und die Gruppe aus Chateau Thierry. Also wir haben eure Argumente gehört und ja, das stimmt, dass es ist wirklich zu teuer, aber wir finden, dass Umwelt ist eine wichtige Frage. Zum Schluss, wir sind dafür und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön für beide Gruppen. Wir haben schön debattiert, es war cool. Nun brauche ich ein bisschen Musik. Klassische Musik wäre schön. Oh ja, Brahms. Ich liebe Brahms. Brahms? Voilà autre chose. Ne me dis pas que tu connais pas Brahms. Le Brahms. Pianiste, compositeur, chef d'orchestre du 19e siècle. Brahms, quoi. Ich habe Brahms gehört. Ist das der Brahms? Mein Lieblingskomponist? Ja, Brahms. Ich war dahin, was es musste. Ich schalt mich von der liebsten Mann. Zuletzt das ich das Herz öffnen, die meine Schmerz soll es sein. Ich war dahin, ich war dahin.
la chorale du lycée Jean de La Fontaine vient de vous interpréter un lied, c'est-à-dire une chanson populaire allemande de Johannes Brahms, Ich fahre dahin. Et maintenant, nous allons vous interpréter un tout petit extrait du Requiem de Brahms, une marche. Pendant que le violoncelle s'installe, j'en profite pour indiquer que si la chorale s'est engagée dans ce projet en partenariat avec les collègues des classes d'allemand du bassin de Château-Thierry, c'est parce que la chorale du lycée Jean de La Fontaine est depuis maintenant bientôt 60 ans, ce n'était pas moi professeur, jumelée avec le Nikolaus Kissner Gymnasium de Mosbach. Et nous allons donc l'année prochaine, en mai 2017, fêter les 60 ans de notre jumelage musical, dans lequel nous allons proposer un répertoire avec grand chœur et orchestre symphonique. Voilà, je vous remercie. Es war wunderschön. Ja, wunderbar, herrlich. Oui, c'était très beau. Mais les Allemands, ils ne font que de la musique classique. Ils n'ont pas de la musique normale. Oh, arrête de nous mettre la honte. Mais il y a plein d'Allemands ici ce soir. Oh là là, tu connais aucun groupe ou chanteur allemand? Andreas Burani, sa chanson Ultra Leicht, ça te dit rien? Ben, non. Das Gold von Morgen von Alexa Facer.
Die Fettenjahre sind vorbei von Berge, auch nicht? Heureusement que le collège Jean Roustan s'y connaît mieux que toi. Vous voulez bien lui montrer? Faut qu'on en fasse une vraie franco-allemande de cette petite. Das Leben
Post. Wächt im Abend, Schimmel aus, Scheuklappen auf, wie geradeaus, blaues Auge, Brille auf. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn Darm ist verborgen, ja, da findest du das Gold von morgen. Der Weg von A nach B ist leicht, oh, 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 noch hat dir leicht noch nie gereicht. Das Leben eine Ausgeduld, mit Fantasie als Katapult, dein Segel in dem Gegenwind, du spielst auf Zeit und Zeit gewinnt. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn Darm ist verborgen, genau da findest du das Gold von morgen. Jeder ein König, jeder stolz, ein Königreich aus Gassengold. Die Stadt versinkt im Neondunst, nicht mitzusingen eilen. Wenn dich das Leben wieder niederstreckt und du liegst mit dem Gesicht im Dreck, fang an zu graben, denn Darm ist verborgen, genau da findest du das Gold von morgen. Genau da findest du das Gold von morgen. Jahre sind
tu vois, c'est sympa, non? Ouais, trop cool. Mais toi, t'en connais des chansons en allemand? Parce que tu fais la maline, mais t'en connais pas, je suis sûre. Ah oui, tu sais, il y a un proverbe en allemand qui dit « Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben » ou en français « On ne doit pas la vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». Wo sind diese Tage, denen wir glaubten, wir hätten nicht zu verlieren. Wir machen alte Kisten auf, holen unsere Geschichten raus. Ein großer staubiger Haufen Altpapier. Wir hören Musik von früher, schauen uns verblasste Fotos an, erinnern uns, was mal gewesen war. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Ich gehe auf meine Straße, lauf zu unserem Laden, sehe euch alle da sitzen, weiß, dass ich richtig bin. In welchen Haar und welchen Tiefe wir gemeinsam waren, drei Kreuze, dass wir immer noch hier sind. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber, oh, oh, diese Zeit ist Fieber, oh, oh, das immer dann hochkommt, wenn wir zusammen sind. Und immer wieder sind es dieselben Lieder, die sich anfühlen, als würde die Zeit stillstehen. Denn es geht nie vorüber, oh, oh, dieses Altersfieber, oh, oh, das immer dann hochkommt, wenn wir zusammen sind. Denn es geht nie vorüber, oh, oh, dieses Altersfieber, oh, oh, das immer kommt, wenn wir zusammen sind, wenn wir zusammen sind. Alors, hein? Je t'en ai bouché un coin là, non? Oui. Bon, faut pas exagérer non plus. Tu sais ce qui m'emboucherait vraiment un coin, comme tu dis? Non, quoi? Que tu me montres des Allemands qui chantent en français. Ça, oui. Des Allemands qui chantent en français? Non, mais je suis pas magicienne quand même. Deutsche, die auf Französisch singen. Aber ich da richtig gereiht? Gut, dass ich noch da bin. Ich habe was. Hey, die Leute von Mosbach und die Leute von Jorassin, seid ihr bereit? Sans trop de raison, tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu n'as rien à voir et tout est terminé. Oh 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 oh. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir.
aller au fond d'un couloir. Tu voulais aller, l'hypocrisie d'un soir. Les verres sont cassés, envoler les espoirs et nos cœurs défoncés. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps je vais écrire pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. Assise dans la rue, je cherche mon chemin. Je ne trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps je vais écrire pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Ok, je m'incline. Si ça continue, on va faire le tour du monde. Le tour du monde? Was bedeutet das? Weißt du, wie in dem Lied von Crow Einmal die Welt. Ich liebe dieses Lied. Allez, en avant pour Crow. Einmal die Welt, interprété par le collège de Ferrantoir-de-Noix. Nie mehr Sorgen um Geld. Und deine Hand, ich konnte morgen nicht fest. Egal wohin du bist, wir fliegen um die Welt. Und ich komm wieder an, wenn es dir nicht gefällt. Oder noch auf den Check, oder komm du von hier bis New York. Direkt nach New York. Denn ab heute lebe ich jeden Tag, als ob ich morgen tot
Ich habe Musik gehört und wenn ich Musik höre, dann muss ich Musik spielen. Aber heute Abend ist das ein deutsch-französisches Konzert. Wir müssen deutsche Lieder singen. Na, und? Ist das ein Problem? Kennst du das Lied Cello von Udo Lindenberg? Ja. Moi je connais Cello d'Udo Lindenberg. Ma chérie, c'est magnifique. Alors nous, on va vous la faire en français en fait. Donc, bonsoir à tous. Vous n'êtes pas sans savoir que cette soirée est également la dernière soirée de Chenia en notre compagnie. Oh. Durant les 6 mois qu'elle a passé à Château-Thierry, elle a aidé des élèves de 2 lycées, un collège, pour tout, que ce soit de la certification, à des CV pour des stages, à un journal, et bien entendu, le débat citoyen. Et ce soir, la moitié de tout ce qui a été réalisé, ça n'a jamais vu le jour sans elle. Et malgré ce travail conséquent, elle a toujours été là. Elle était d'une joie de vivre et d'une proximité remarquable. Et pour cela, Genia, nous te remercions.
Donc génial, nous espérons tous te revoir un jour. Et en attendant, bonne continuation et bonne chance pour tout. Danke für alles, bis bald. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, c'est à moi de dire merci et au revoir. D'abord, merci à Madame la proviseure, à la direction, à l'intendance de m'avoir accueilli. Merci à les profs, surtout Monsieur Barr, qui ont travaillé avec moi. Merci à les profs qui ont passé beaucoup de bonnes soirées avec moi et les autres assistantes. Et un grand merci à mes élèves. Je suis très très fière de vous, de chanter avec vous ce soir, ici. Et pour remercier, je fais cela de ma façon personnelle, c'est-à-dire je vais chanter dans ma langue maternelle. Mais cette fois-ci, ce n'est pas l'allemand, c'est l'espéranto, la langue internationale qui fait le lien entre les cultures. Voilà, comme ce soir chez nous. Et cette chanson s'appelle Gis revido, ce qui veut dire au revoir en espéranto. Les paroles et la mélodie viennent de ma mère, Yelena. Et la chanson parle de cette tristesse, cette mélancolie quand il faut quitter un endroit bien aimé, mais aussi de l'espoir revenir un jour. Et bien sûr qu'il faut garder tous les bons moments dans la tête. Alors, il me reste de vous dire merci beaucoup, au revoir, et en espéranto, dankon kai gis revido. Iam miracla tempo passis, cara tempo de la iar. Bon humoro niniam lasas, forveturas amicar. Adiau ai canto sonas, ien rideto tra l'alarm. Gis revido, gis revido, gis revido, amicar. Gis revido, gis revido, gis revido, amicar. La conveno estas fonto de bon coro kai sincer. Faras mi amican rondon, donas forton la esper. Rencontigas en estonto, nepre en venonta iar. Rencontigas, 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 amicar.
Gisre wieder, gisre wieder, gisre vida, amica. Je propose que nous chantions tous ensemble une chanson en allemand pour remercier Shenya et clore cette belle soirée. Une chanson qui nous rassemble tous, allemands comme français, pour montrer que l'amitié franco-allemande est bien vivante. Quelqu'un a-t-il une idée? Et si on chantait Auf uns d'Andreas Burani? Ach ja! Also, los! Jede für
remercier tous les élèves qui ont participé ce soir, tous les élèves du collège de Ferrand-Tardenois, du collège Jean Rostand, du collège Jean Racine, du lycée Jules Verne, bien sûr du lycée Jean de La Fontaine qui nous accueille ce soir. Je n'oublie pas bien sûr nos amis allemands de Mosbach, ainsi que ceux de Wertingen. Je voudrais particulièrement remercier Laurane, Mathilde, Gabriel du collège Jean Racine qui ont présenté la soirée avec leurs camarades du lycée Jean de La Fontaine, avec Ariane. Je vous remercie à tous d'avoir montré ce soir que l'allemand est une belle langue vivante qui nous réunit tous, et je vous propose de rechanter le refrain de la chanson que l'on vient d'interpréter.